Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et soudain, l'école entra à la maison. 17 mars 2020, premier confinement, début d'une expérience grandeur nature qui réinvente les liens entre famille et école. Qu'en reste-t-il? On va en parler et de bien d'autres choses encore avec les invités du Grand Oral, Kader Mimoun et Marie-Claire Michaud. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire, le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et cette grande exposition à la Sucrière, c'est à Lyon. L'Égypte, vous le savez, qui en principe passionne toujours les enfants et les adolescents. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, on va préparer Noël, mais en mode récup avec des jouets de seconde main. Et puis comme tous les lundis, rendez-vous avec Célie Luton, notre libraire et chroniqueuse pour ses conseils de lecture. Attention, beau livre, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Les enseignants et les parents contribuent de concert à l'éducation des enfants. Ils les coéduquent de prime abord. Ça semble tout à fait évident et pourtant, dans la vraie vie, les relations entre famille et école n'ont jamais été simples. Alors comment créer ce qu'on appelle des alliances éducatives? Très concrètement, comment associer intimement les parents au versant scolaire de l'éducation de leurs enfants? On en parle aujourd'hui avec deux invités. Il fallait cela pour un sujet comme celui-ci. Kader Mimoun ici en plateau. Bonjour Kader. Bonjour. Vous êtes président de l'association École et Famille, Réseau École, Famille, Cité. Vous avez aussi une vraie vie de proviseur de lycée après avoir été principal de collège et vous êtes proviseur du lycée Louise Weiss, c'est à Achères dans les Yvelines. Et puis en ligne avec nous, et on le remercie vivement, Marie-Claire Michaud, bonjour. Bonjour. Marie-Claire qui est assistante sociale à la retraite, thérapeute familiale et qui est initiatrice de ce projet École Famille, projet que vous avez initié dès 1999. Je voudrais qu'on attaque par un mot de définition parce que je l'ai utilisé en lancement, un mot qui est au cœur de votre action, qui est ce mot de coéducation. Kader, si on devait décrire, c'est quoi la coéducation? La coéducation, c'est pas un néologisme, c'est un terme qui existe depuis maintenant plusieurs années. Qui est dans la loi. Qui est dans la loi, depuis 2013. Et si je reprends une formule tirée d'une définition du Larousse, 1928 de mémoire, coéduquer, c'est donner et recevoir en commun. Voilà, donc qui est une définition qui colle parfaitement à l'actualité de l'association École et Famille, qui est organisée autour de concepts, d'une méthodologie. Marie-Claire Michaud, dans un instant, y reviendra plus en détail, mieux que je ne pourrais le faire. Et en tout cas, coéduquer, c'est donner et prendre en commun quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation pour tous et pour les générations futures. Pourquoi c'est compliqué? Et juste après, Marie-Claire va nous dire pourquoi elle avait créé la SOS en 99. Pourquoi c'est compliqué? Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que d'abord, ça a été dit maintes et maintes fois dans les ouvrages, dans les études, les sociologues se sont nourris de cette approche de coéducation, parce que tout simplement l'école, historiquement, n'a jamais été créée avec les parents. Elle s'est faite d'abord... Elle s'est même plutôt faite contre. Contre, voilà. Il y a eu un récent reportage dont vous avez fait écho dans l'émission dernièrement. Je crois que c'était Histoire d'école. Histoire d'une nation, l'école. Exactement. Donc, fidèles téléspectateurs, merci Kader. Très beau documentaire que vous pouvez revoir sur France TV d'ailleurs. Exactement, j'ai vu l'émission et elle m'a particulièrement intéressé. Bien évidemment, le documentaire est bien fait de mon point de vue, avec les deux approches historiques. Et on voit bien comment l'école aussi s'est construite. Pas forcément avec l'idée de faire réussir tous les jeunes, mais cette idée de coéducation est arrivée très tôt finalement. Et quand on dit école contre famille, on parle de deux institutions, mais pour vous, chef d'établissement, ça revient à dire parents contre enseignants, parce qu'il y a des êtres humains derrière tout ça. Et donc, c'est ça le vrai problème au fond. C'est pas juste que des institutions soient construites l'une contre l'autre. On a l'habitude à École et Famille de nourrir notre propos, notre démarche avec des outils, des images, c'est un peu le dessin de Pancho que tout le monde connaît. C'est mon élève, et de l'autre côté, c'est mon enfant. Et donc, quelque part, coéduquer, c'est aussi être à la croisée des tensions, des besoins, et avec une demande sociale très forte de l'école, de faire réussir tous les enfants. Donc, on voit bien que le projet de démocratisation a été réussi, on peut dire, depuis des années. Tous les enfants vont à l'école. Tous les enfants vont à l'école. La majorité va jusqu'au bac. Exactement. Mais la question de la démocratisation de la réussite scolaire, ça reste un enjeu ouvert. Marie-Claire, vous êtes assistante sociale, vous avez peut-être plein d'autres choses, vous allez peut-être le dire. Comment et pourquoi vous avez cette idée en 99 de créer cette association École et Famille? C'est vrai que je revenais du Canada où j'étais enseignante à l'université entre autres et je venais d'un pays où tout était possible, si vous voulez. Et donc, je ne voyais pas pourquoi, dans mon pays d'origine, on ne pouvait pas mettre en œuvre ce que vous appelez la coéducation. Mais il y a 20 ans, on ne parlait pas tellement de coéducation, on parlait surtout de parentalité. Aider les parents à être de meilleurs parents. Et donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et comme je finissais ma formation en thérapie familiale systémique et contextuelle, je me suis intéressée
à la thérapie contextuelle qui a pour vocation de s'intéresser à la justice dans les relations et, comme le dit son fondateur Nagy, qui est un Hongrois, de s'intéresser à ce qui est juste dans la relation, à ce qui est un peu en équilibre, si vous voulez. Or, le déséquilibre que l'on constate entre ce que donne l'école et c'est sa vocation, hein, et ce que souhaiteraient peut-être aussi donner les membres des familles, ça entraîne vraiment une incompréhension réciproque. Ça favorise une distanciation. Hein. Et donc, qu'est-ce qui c'est de créer un espace tiers entre l'école, la famille et la cité pour conjuguer des efforts de rapprochement et un débat contradictoire. Un espace tiers, juste d'un mot, quand vous arrivez, vous n'êtes pas du sérail, vous n'êtes pas enseignante vous-même. Quand vous commencez à dire à des enseignants, on va faire quelque chose ensemble, comment vous êtes bien reçus, à bras ouverts, ou c'est un peu plus compliqué? Alors, c'est sûr qu'à l'époque, les choses c'était 97-99. Je me suis appuyée sur une recherche avec le CNRS pour étudier les besoins des membres des familles et les besoins de l'école, les besoins des professionnels à la périphérie de l'école. Et pendant 2 ans, nous avons travaillé avec Antoinette Chauvenet, qui travaillait à l'époque au CNRS, et nous avons essayé de réfléchir sur ce qui était le mieux possible à envisager, à proposer à ces deux mondes qui ne se connaissent pas. Et donc, grâce à cette préparation, les choses se sont plutôt bien passées, en un mot? On a pu cibler les besoins essentiels des enseignants et les besoins essentiels des membres des familles. Alors on va en parler. La famille sera toujours la base des sociétés, écrivait Honoré de Balzac dans Le Curé du village, il y a un peu moins de 2 siècles maintenant. Aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou non, force est de constater que la famille, quelle que soit sa forme, reste un élément structurant de la société. Extrait d'une citation que j'ai lue tout récemment sur le site internet d'École et Famille. Et oui, vous nous regardez, moi je vous lis. Kader, et on continue à dialoguer de ce sujet avec à la fois la fondatrice de l'association et son président, mais pour l'instant, Anti-Sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour. Cœur de biker aujourd'hui. Eh oui. Ouais. Nous fêtons un centenaire qui n'est pas celui d'un biker jusqu'à nouvel ordre, pas pour le moment. Qui est celui de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et l'Égypte, on aime ici. Bah oui, on aime aime, pourquoi? on Parce qu'on aime parce que les élèves aiment. Mais c'est ça. Nous, on aime ce qu'aiment les élèves. Absolument, c'est le cours star de la 6e en histoire géo. Voilà, ça passionne les élèves. Et Toutankhamon, donc, c'est ce pharaon qui a vécu en Égypte il y a 3300 ans. Il est devenu roi vers l'âge de 8 ans. Et il est mort jeune, à seulement 18 ans. Et il est devenu célèbre parce qu'on a découvert sa tombe assez tard, il y a 100 ans, donc en 1922. Il faut dire que c'était une découverte très spectaculaire. Howard Carter, si je me souviens bien. Tout à fait. L'archéologue britannique Howard Carter, ça fait des années à ce moment-là qu'il cherche avec ses équipes à trouver le tombeau de Toutankhamon. Et là, en novembre 1922, il demande à son équipe de creuser et de fouiller dans un endroit où ça n'avait jamais encore été fait, près de la tombe de Ramsès VI dans la vallée des rois. Et un jour, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est un petit garçon de 12 ans qui apporte de l'eau à l'équipe et puis il creuse dans le sol pour pouvoir planter cette jarre qui est donc un grand vase qui contient de l'eau. Et en la plantant, en fait, il déterre ce qui ressemble à une marche de pierre. Et là, on se met à creuser et l'équipe d'archéologues découvre un escalier de 16 marches d'1,68 m de large et qui s'enfonce 4 mètres sous terre. Et là, au bout de 4 mètres, un mur. Et derrière ce mur, une porte avec des sceaux royaux. Roulement de tambour, les sceaux de Toutankhamon. Tout à fait. Alors, moment absolument incroyable. Il faudra plus de 20 jours juste pour ouvrir cette porte. Et voici son témoignage qu'il livrera ensuite. À mesure que mes yeux s'accoutumaient à la faible luminosité, des formes se dessinèrent lentement dans l'obscurité de la pièce, d'étranges animaux, des statues et de l'or partout. Le sentiment de l'or. Et à ce moment-là, l'archéologue vient en fait de pénétrer dans l'antichambre du tombeau qui comporte en tout 4 pièces. Tout à fait. Et cette antichambre, c'est une pièce où il y a plein d'objets différents, des liens en or, des chars, des statues, des bijoux. En tout, dans les 4 pièces, ils retrouveront 5398 objets. Et il faut 4 mois de plus pour accéder à la salle du sarcophage. Oui, mais ça vaut le coup parce que ce qu'ils découvrent est absolument spectaculaire. Un sarcophage extrêmement bien conservé. En fait, il s'agit de 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres.
autres. Et le dernier, qui enveloppe les deux autres, est en or massif. C'est le jour entre les jours le plus merveilleux qui m'ait été donné de vivre, dira l'archéologue. Et le plus impressionnant, c'est ce masque. Regardez, un masque de 10 kilos en or massif posé sur le visage de la momie. Il faudra 10 ans en tout pour photographier, trier, classer et sortir les objets du tombeau. Et tout ce trésor est aujourd'hui visible au musée du Caire en Égypte. Et si on n'a pas la possibilité, la chance d'aller au Caire en Égypte, là, tout de suite, maintenant, on peut en partie se rattraper à Lyon. Et oui, une exposition dédiée à Toutankhamon a ouvert ses portes il y a quelques semaines, à l'occasion du centenaire de la découverte de sa tombe, justement. Et j'ai lu un article de nos confrères d'Europe 1 qui ont suivi une classe de 6e, justement, qui allait visiter l'expo. Et les avis sont unanimes. L'Égypte, ça fascine complètement les élèves. Donc, si vous êtes à Lyon ou que vous êtes de passage, n'hésitez pas, ça se passe à la Sucrière jusqu'à fin avril. Et il y a même un escape game spécial Toutankhamon. Entraîne-toi à sortir du Voilà, on se retrouve tombeau, le temps de quelques heures, vraiment au cœur de l'Égypte et des pharaons. Et ça, c'est quand même super chouette. Merci beaucoup, Emma. Expo Toutankhamon à la Sucrière, très beau lieu. Par ailleurs, Grand Oral, la suite, on parle des relations entre école et famille. Faire dialoguer école et famille, créer des alliances éducatives, c'est le sujet aujourd'hui du Grand Oral, avec exceptionnellement deux invités, Marie-Claire Michaud qui est en ligne avec nous et Kader Mimoun, école et famille association fondée en 1999 par Marie-Claire Michaud, initiatrice de ce projet. On a parlé de la naissance de l'idée. Il y a quand même une idée, vous nous avez dit, et là je vais demander à Kader, Marie-Claire nous dit, bon, on a fait des recherches, le CNRS, tout ça, etc. Mais je crois qu'une des convictions fortes de la SOS, c'est aussi que les problèmes, ils se jouent avant tout sur le terrain et qu'il faut être au plus proche de la vie. Oui, tout à fait. Un des fondamentaux de l'association, c'est de travailler avec des outils. Marie-Claire en a dit un mot tout à l'heure, l'approche contextuelle. C'est quoi l'approche contextuelle ? L'approche contextuelle, c'est un courant de la thérapie familiale qui a été fondé dont le pionnier est Ivan Borzonov-Medinagi, qui est un psychanalyste hongrois, américain d'origine hongroise, et qui, à la fin des années 50, a tissé un fil. Il s'est imprégné lui-même, à mon avis, aussi d'autres problématiques, comme la médiation, l'approche sociologique des familles, etc. Et l'approche contextuelle, c'est en quelque sorte une thérapie qui ne recherche pas des solutions, mais qui recherche à nourrir et à entretenir les valeurs des liens qui se jouent à l'intérieur d'une famille et donc des interactions qui se jouent à l'intérieur d'une société comme un lieu, comme l'école. Et donc là, on travaille le lien, en fait, mais pas seulement à l'intérieur de la famille, mais également avec les enseignants, le cas échéant avec les services sociaux, la médecine, etc. C'est ça, en fait, l'idée. Alors, tout à fait. C'est une approche contextuelle qui s'intéresse à la situation telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, et qui invite de façon extensive tous les partenaires qui s'associent de près ou de loin à la dimension éducative et à l'évolution et à la réussite du jeune en question. Donc, ce n'est pas une thérapie psychanalytique, vous voyez, c'est une thérapie du lien. Voilà. C'est ça, thérapie du lien, on travaille là-dessus. Marie-Claire, vous l'avez dit en introduction, école et famille, vous le concevez comme un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est un mot qui vient c'est les Américains qui ont inventé la notion de tiers-lieu, mais c'est-à-dire que c'est un lieu un petit peu à part, donc qui n'est ni à l'école ni dans la famille. On va aller dans un troisième endroit. Lieu carrefour, dites-vous, entre travail clinique, travail social, travail pédagogique et travail éducatif. Est-ce qu'on peut en 30 secondes résumer ce que ça signifie ? Allez, 45 secondes, je vous les donne. Je me méfie maintenant avec Marie-Claire. D'une part, ces tiers-lieux sont des tiers qui permettent aux membres des familles et aux professionnels de faire un bout de chemin ensemble. Ensemble ou séparés, pour une meilleure rencontre. La deuxième chose, c'est assez innovant dans la mesure où, en France, les différentes institutions sont assez cloisonnées et ne se connaissent guère. Donc, trouver un lieu où, à la fois, on peut rencontrer un médecin, on peut rencontrer un thérapeute familial, on peut rencontrer un éducateur, un policier, etc., un professeur aussi, un CPE, une enseignante du premier degré. Ce sont des espaces qui vont permettre aux membres des familles, aux professionnels, de mieux se connaître. Je reprends une phrase d'un papa qui disait ceci. Ça fait du bien de voir les professionnels dans un autre contexte. Et je pense que c'est vrai que, en parlant un peu de ce travail de concertation, parce que, si vous voulez, le NAGI a travaillé en intrafamilial. Nous avons, grâce au docteur Lemaire, on a ouvert les portes au réseau des professionnels pour permettre, c'est un peu la vocation des cités éducatives, pour permettre de mettre en valeur
ces forces vives de tous les professionnels qui sont activés par les membres des familles et par les enfants qui posent parfois des problèmes à l'école. Hein. Et j'entends aussi une maman qui dit les cliniques de concertation, je les ai bien vécues parce que tout le monde intervient. Tout intervenant a sa place. On a bien compris. Ça apporte quelque chose parce que j'existe, mon gamin existe. On a bien compris, Marie-Claire, la richesse de ce tiers-lieu et la possibilité de rencontrer tout le monde. Avec quand même un point très particulier, c'est aussi l'idée de valoriser les parents. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste en tant que je pose des questions et je viens passivement ou je viens comme consommateur de conseils, quoi. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, dans ces lieux tiers, puisque École et Famille est aussi un centre de proximité et de ressources, hein, pour les professionnels comme pour les familles. Et effectivement, l'idée, c'est de ne pas rechercher absolument et uniquement les contextes de vulnérabilité, de difficulté, voire de fragilité. Il s'agit de trouver des ressources. Et le postulat de base, c'est que la famille est compétente. Elle a des compétences sociales, culturelles, etc., sur lesquelles les professionnels peuvent s'appuyer pour développer eux-mêmes leurs propres pratiques professionnelles. Donc c'est ça l'originalité. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Donc très souvent, il y a une phrase que l'on dit dans les concertations, merci de nous accueillir et merci de nous donner une partie de notre travail, quelque part, que nous apprenons tous les jours grâce à vous. Et donc la famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le lieu de la culture et de l'émancipation des jeunes, mais c'est aussi le lieu de la fragilité, des difficultés sociales, économiques qui viennent se conjuguer. Et quand l'école est confrontée face à ces espaces, elle est souvent démunie parce qu'elle n'a pas de méthodologie ou d'approche pour pouvoir accompagner au mieux ce jeune ou ces jeunes qui sont en difficulté. Et ça, on va prendre un petit peu d'élan avant d'en parler, mais ça va être le sujet de notre troisième temps d'échange avec Marie-Claire Michaud, assistante sociale à la retraite aujourd'hui, thérapeute familiale, fondatrice de l'association École et Famille, réseau École Famille Cité, c'était en 99, et Kader Mimoun, proviseur de lycée aujourd'hui, président de la SOS, invité de notre grand oral. On vous retrouve juste après la récré, et la récré, c'est avec Emma. Emma, rebonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une récré, vous allez nous parler d'un concept absolument formidable, ce sont les jouets de seconde main. Bah oui, on aime bien vous parler. Ça vous change de conversation, parce que d'habitude, dans Loge Maquillage, c'est plutôt c'est sur les sites internet de seconde main. Ou les... ouais, je balance. Vous suivez bien, mais, ouais. c'est vrai. Et là, c'est les jeux. Tout à fait. On aime bien vous parler d'initiatives chouettes. Et donc là, c'est les jeux. C'est vraiment une vraie belle manière de s'engager à notre échelle pour un monde plus écologique. Alors, c'est une jeune entreprise engagée française qui fait ça. Ça s'appelle Je Change, G-E-U. J-E-U, sans doute. Précise aussi que l'entreprise est made in Savoie. Voilà, petit clin d'œil, on salue la Savoie. Et dernièrement, elle était présente, cette entreprise, au salon Kid Expo à Paris, le grand salon pour les enfants, porte de Versailles. C'était une grande première. Et oui, c'était le premier acteur de la seconde main à exposer sur Kid Expo. Ils ont même gagné le prix Innova Kids, coup de cœur du public 2022, preuve que le concept plaît aux familles. J'imagine que donc l'objectif, c'est simplement de proposer, enfin je dis simplement, encore faut-il le faire, hein, mais le concept en tout cas, c'est simplement de proposer des jouets de seconde main moins cher. Mais oui, entre 50 à 80% de moins que le prix neuf. Donc c'est super intéressant déjà économiquement, mais surtout la démarche est bien sûr écologique. La créatrice de l'entreprise s'est rendue compte qu'un jouet avait une durée de vie de 10 à 15 ans, alors que sa durée d'utilisation moyenne était de 8 mois. Et, oui. Et puis autre souci, le marché des jouets, ça génère des déchets chaque année. Alors on précise quand même que de plus en plus de marques s'inscrivent désormais dans une logique écologique, mais que le problème c'est que tout ça prend du temps. Et puis dernier souci, on fabrique rarement 100% du jouet en France. Donc chez Je Change, ils se sont dit pourquoi créer du neuf alors que des milliers de trésors existent déjà. On termine en disant tout simplement comment ça fonctionne. J'imagine qu'ils ont un site internet, on va dessus, on s'inscrit. Tout à fait, vous allez sur jechange.com, vous pouvez voir les catalogues des jeux et des jouets, et vous pouvez soit vous faire livrer, soit aller les récupérer dans les boutiques partenaires. Le site est super bien fait, en plus vous pouvez chercher les jouets par âge, mais aussi par univers ou même par marque. À chaque fois vous avez le détail du jouet, l'état, toutes les infos nécessaires, donc allez jeter un coup d'œil, surtout que c'est bientôt les fêtes. Merci beaucoup. Je change, J-E-U, change comme pour jouer. Emma, c'est super. Grand oral, on y retourne. C'est un beau sujet aussi pour les familles, les jouets. Grand oral. En matière d'éducation, la transition numérique induit avant tout une transition pédagogique. On en parle très souvent sur School TV. Je crois même pouvoir dire que c'est une des convictions fondatrices de la chaîne. Et s'il y a bien un moment où tout le monde s'en est rendu compte de cela, eh bien c'était pendant les confinements. Retour sur les enseignements de ces périodes avec Kader Mimoun et avec Marie-Claude Michaud. Ça a été... il y a un article dans la revue VEI sur le sujet, autour du travail de votre association. C'est un moment complètement fou quand on y pense. C'est-à-dire que l'école rentre à la maison. De quoi on se rend compte à ce moment-là ? D'abord, on se rend compte que c'est surtout les mamans qui s'occupent de
Oui, tout à fait. de ça. Voilà, tout à fait. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Non, mais enfin, il fallait encore... Ça a permis quand même de mettre l'accent sur la nécessité de travailler avec les deux parents, et en particulier les mamans ont été fortement sollicitées. Alors, on ne va pas refaire le match du confinement, puis on en a beaucoup parlé. En revanche, il y a un truc essentiel et une révolution qui n'a l'air de rien, dites-vous, c'est à ce moment-là, on a commencé à se parler au lieu de s'écrire. Exactement. Et ça, c'est énorme. Alors, moi-même, d'ailleurs, j'ai été surpris par un engouement sur le numérique, puisque je n'étais pas du tout un très grand féru de réseaux sociaux et autres. Et je me suis pris de jeu avec mon adjoint à l'époque, Jean-Baptiste Lorenzo, de créer. On a bricolé une petite chaîne YouTube pour s'adresser plus directement aux parents. Et on a découvert et compris combien c'était important pour les familles d'être en contact avec nous pendant ces moments difficiles. Et l'oralité a été la clé, on va dire, de cette liaison, de cette continuité pédagogique qui était tant souhaitée et nécessaire. Et après, à la fois comme principal de collège, ce que vous étiez jusqu'en juin dernier, ou désormais comme proviseur de lycée, vous tenez compte de tout ça? Est-ce que le carnet de correspondance où on écrit de choses, ou Pronote où on écrit des trucs, ça, maintenant vous avez quand même d'autres façons de communiquer au quotidien avec les familles? Alors oui, ça s'est installé progressivement. Tous ces outils, pour moi, ont pour but de faciliter et de susciter la rencontre avec les parents. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une habitude maintenant de plus en plus installée de vouloir dématérialiser l'accès et la communication avec les familles. Ce sont souvent des outils appréciés, reconnus par les familles, mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut engager quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, physique, intellectuelle, qui permet à des familles justement d'aller plus loin que simplement un contact, un rendez-vous pris sur les interfaces numériques. Se parler, y compris se parler donc par oral. Les confinements, c'est aussi un moment où les parents et les profs subitement se mettent à parler de pédagogie. Oui. Et pas seulement de les horaires des enfants, coucher les tôt, la discipline, etc. Est-ce que depuis, il y a eu un retour aux vieilles habitudes ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu le début d'une conversation inédite entre parents et enseignants? Alors, j'ai pas d'indication précise qui me laisse à penser que les choses ont évolué depuis. Il y a deux discours qui s'opposent, entre un discours qui consiste à montrer qu'il y a des évolutions, il y a eu des évolutions et les enseignants ont beaucoup fait évoluer leur pratique depuis ce moment qu'on a tous vécu, et un deuxième discours qui tend à penser que le retour à la case départ est à nouveau... Oui, on a les deux en fait. Voilà, on a les deux. Ouais. Mais sur la partie des nouveautés, des évolutions, incontestablement, on a des enseignants qui ont pris en conscience de la nécessité d'expliciter beaucoup plus le message pédagogique et surtout de prendre en compte la situation réelle des familles. Et ça, Marie-Claire, pardon, mais je m'adresse à Marie-Claire qui est en ligne avec nous. Ça a dû vous faire plaisir d'une certaine façon, parce que c'était au cœur de l'idée de départ, il y a une vingtaine d'années, qu'on écoute aussi ce que les familles ont à dire sur le plan pédagogique. Absolument, j'ai l'impression qu'il y a dans cet espace tiers un travail d'apprentissage réciproque. Tout à l'heure, vous parliez du fait que les parents avaient besoin d'être reconnus, mais je pense que les enseignants aussi ont besoin, parfois ils sont au bout de leurs limites professionnelles et ils ont également besoin d'appréhender un peu tout ce qui se passe à l'école et tout ce qui se passe à la maison, mais sans être pris par les difficultés des enfants. Et donc, je trouve que engager le dialogue avec des personnes qui sont à la fois attentifs aux uns et aux autres, est quelque chose qui donne une amorce extrêmement intéressante en termes d'avenir pour les enfants. Ma dernière question, elle s'adresse à vous deux, Marie-Claire, mais vous pouvez commencer par répondre. À vous lire et à m'intéresser à ce que vous faites, j'ai quand même l'impression que ce qui s'est passé avant tout, c'est qu'on a brisé la glace et que les uns et les autres ont aussi commencé à tomber le masque, à raconter qu'ils étaient chez eux, y compris les profs, et que ça change complètement les conditions éducatives. Marie-Claire? Absolument, vous avez tout compris. Je crois que la glace a fondu, c'est l'époque. Et je pense mais nous devons prendre soin d'une continuité. Donc il faut absolument qu'on fasse des laboratoires de recherche un peu partout. C'est un peu ce que nous donne une convention cadre interministérielle où nous allons faire ce travail ailleurs et former des personnes ailleurs qui sont intéressées. Les enfants sont attentifs et témoins de cette brise de glace, on va dire. Merci beaucoup, Kader.
Merci beaucoup. Alors, pour profiter des bénéfices de votre association, il faut quand même être dans le Val d'Oise, etc. Vous n'êtes pas partout encore pour le moment. Alors, oui et non. En 15 secondes. Ouais. L'association s'est créée, s'est développée dans le Val d'Oise Voilà. et a vocation à se développer aussi dans d'autres lieux. Et il y a pas mal de sites, une demi-douzaine, c'est ça, si je me souviens bien. À peu près, oui. Alors, Voilà. Nantes, Saint-Herblain, Marseille et sa banlieue, Lyon et sa banlieue. Donc, Voilà. l'objectif de l'association, c'est d'essaimer, de transmettre. Et on va sur votre site internet pour en savoir plus. Exactement. Et chapeau bas pour votre maîtrise des réseaux sociaux, parce que c'est quand même grâce à LinkedIn qu'on s'est connus. Exactement. Je vous regarde sur School TV, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai regardé ce que faisait École et Famille. Je vous promets, on a essayé dans un temps limité de vous en rendre compte, mais allez voir sur le site, c'est absolument formidable. Formidable aussi de retrouver, comme chaque semaine, Célie Luton. On s'est vu il y a quelques jours parce qu'on ne pouvait pas se voir aujourd'hui. Et donc, Célie va vous présenter sa librairie. Je remercie au passage, évidemment, toute l'équipe de La Quotidienne. Colline Hamel au maquillage, en régie, Marine Plantec assistée par Rochini. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont aujourd'hui, Kylian Soula à la réalisation. Célie, la librairie. C'est vendredi, c'est librairie, c'est Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Célie Luton, et on prend un tout petit peu d'avance, mais en fait pas tant que ça, parce qu'on est en pleine période des cadeaux de Noël, attention, ça commence. Et vous nous proposez 3 albums absolument extraordinaires. Alors le premier, il est par son contenu, par son graphisme, mais également par son format. Regardez, je vais vous le faire, ne bougez pas. Hop, tadam. Un très beau format paysage à Spectaculaire. italienne, le chasseur. Un chasseur, et c'est pas une faute de Franchet. Pas du tout, un chasseur. Ça se prononce comme chat. Le chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Arrêtez de Et on freiner, sait. Lisez. Alors, mais oui, Bah oui. évidemment. Démonstration, Célie Luton. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais un chien aussi. Ben oui. Un chien chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chasseur. C'est drôlissime. C'est extraordinaire. C'est des jeux de langue, la langue elle fourche, on s'amuse, on est en famille et on a en fait le côté drôle, moderne, audacieux qui va côtoyer les illustrations plus classiques et on en parlait qui rappellent les illustrations, les peintures du XVIIIe siècle. Bruegel, tout Bruegel, ça. Voilà. c'est Il y a ça. quelques beaux exemples en ce moment au Louvre. Oui, une exposition c'est sur ça. qui s'appelle Les choses, sur les natures mortes. Et il y a Oui. également des très beaux paysages, vous allez voir tout ça. Et ce format qu'on range aisément dans n'importe quelle bibliothèque, c'est fait pour. Certains livres ne se rangent pas, ils se posent et ils s'exposent. Il s'expose, par exemple, sur une commode. Exactement. Oui. On n'a pas dit que ce chasseur, c'était de Bernard Azimu, que c'est illustré par Henri Galeron, un grand nom. Bien sûr. Que c'est un classique qui a été publié Oui. pour la première fois en 2011 et que c'est aux éditions Les Grandes Personnes. Exactement. Vous avez fait, vous êtes maline, hein. Elle est rusée, Célie. Non, parce que Célie, elle vous a pris le début, c'est le moment où c'est facile, le chasseur sachant chasser. Oui, on sans le connaît son tous un petit Mais peu, par hein. exemple, si on y va là, par exemple, hein, Un chien chasseur, sachant chasser, doit toujours savoir retrouver son chemin. Chat, c'est sûr. Inutile de vous faire des chiens. voilà. Et Je ça me suis devient- entraînée. Ouais. Non, mais remarquable. Mais ça devient un petit peu plus compliqué comme ça, et c'est pour Oui. vous dire qu'il y a beaucoup d'humour et qu'à lire avec les enfants, ça Exactement, doit être une toujours. partie de plaisir absolument Exactement. extraordinaire. En famille. Le deuxième ouvrage, chef-d'œuvre. Attention, Magnifique. chef-d'œuvre. Midi pile. Exactement. Donc, c'est une illustratrice que beaucoup d'entre nous connaissent, Rebecca d'Outremer, 20 ans chez Cotier-Langros. Depuis, elle est chez Sarbacane. Elle est avec cet album qui est sorti en 2019, Pépite de Montreuil, mais qu'on remet au goût du jour. Et alors, je ne sais Midi pas pile. comment lui rendre grâce, mais regardez. C'est un Ça- travail de découpe. Et là, il faut un que vous travail regardiez. d'orfèvre. Alors, je vais essayer de réussir le truc. Oui. Voilà, j'en ai tourné plusieurs à la fois. C'est Mais vous voyez, ça. tout fonctionne par transparence, tout est découpé sur des Exactement. centaines de pages. De la première page, vous voyez jusqu'à la 100e page. Exactement, puisque là, il y a un... voilà, Exactement. Alors, je vous le dis, c'est l'histoire de Jacominus Ginsborough. Il a une question à poser à Douce, à son amoureuse, et il lui donne rendez-vous à midi pile. Et c'est le compte à rebours jusqu'à l'heure fatidique. Est-ce qu'elle va venir ? Que va-t-elle répondre ? Et c'est drôle, c'est doux, c'est tout en finesse, c'est en délicatesse, c'est un livre. On pourrait se dire c'est fragile, faut pas toucher, mais non. On plonge dedans, on On fait l'aime. attention quand même, c'est pour quel âge? Alors à partir de 7 ans, je pense. quand Oui, même. c'est ça, Oui, parce que ça oui. se... À manipuler avec amour. délicatesse quand même. Voilà, Ouais, avec c'est amour, ça. délicatesse et Exactement. tendresse. Et à la fin, on a quand même le dénouement. Donc il y a une phrase Oui. par, j'allais dire dessin. Oui. Ensuite, j'ai failli dire sculpture. Par découpage, en fait. Par C'est ça, découpage oui. dessiné. Si vous voyez la finesse Oui. de ça, Et oui. voilà. C'est émouvant de voir un livre comme ça, Extraordinairement. je trouve. Vous avez une page, ça n'est qu'un drapeau. J'essaie de vous la montrer. Oui. Sans tout casser. C'est là que je casse tout. Je ne vais pas le faire. Non, je vous Mais fais c'est assez confiance. extraordinaire. Et à la fin, on a le courrier qui donne
la fin de l'histoire, une œuvre extraordinairement aboutie qui avait gagné une pépite. Hein. Pépite de Montreuil 2019. Voilà. Et beaucoup d'autres prix décernés par les libraires et le monde de l'édition. Voilà, et on n'adore pas trop parler d'argent, on ne va pas donner le prix exact, mais c'est pas, pour ce que c'est pas cher. Voilà. Alors, de toute manière, en France, le prix est fixé par la loi Langue. Que vous achetiez votre livre dans n'importe quelle librairie ou grande surface, ce sera partout pareil et il est au prix de 49,90. Voilà. Cadeau de Noël. Exactement, et franchement, un beau cadeau. quand on voit l'objet, voilà, intuitivement, on pense que ça va coûter beaucoup plus cher. Claude Faucane-Lascaux et Charlotte Gasteau, autre grand nom, Secret d'étoffe. Et là, c'est absolument super. D'ailleurs, la couverture est en tissu. Bah c'est ça, le fil conducteur de ce livre. Le fil conducteur. Exactement, jusqu'à Mais quelle écriture! J'ai cherché. Là, c'est un recueil de contes, des contes du monde entier, où le sujet, le fil conducteur, c'est le tissu. C'est la trame aussi. Exactement. Ah ben on est parti là. Tissu, trame. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est magnifique. Alors ça, c'est vraiment un bel album pour les fins de primaire, collège, adultes. Dès que la personne à qui on a envie de l'offrir est intéressée par la mode, les tissus, la couture, je trouve que c'est un bel objet. Superbement écrit. Oui. Parce qu'il faut dire, alors c'est à partir de quel âge? Plutôt année collège pour le coup. Oui, moi je trouve aussi. Il y a pas mal de textes. Oui. Et une plume absolument extraordinaire. Plus loin que le sud, du Grand Sud, j'y suis allé et j'ai vu un arganier toucher le ciel, j'ai vu un chameau tisser une couverture, j'ai vu des grains de sable devenir pluie, j'ai vu un pays suspendu au ciel par un fil de laine. Ça, c'est le rêve de Zara. C'est beau. Hein. Et c'est super beau. Et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Célie. Voilà votre besace pleine de super cadeaux pour les enfants. Cette émission se termine. Merci aussi, évidemment, et comme toujours, à toute l'équipe. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.